du système bancaire européen dans une perspective internationale. Voilà. Et ce que je voudrais dire aussi, de manière politique, pas polémique dans le bon sens du terme, ce n'est pas un accident, ceci. Ne pensez pas que tout d'un coup, il y a des gens qui n'ont pas pensé à cela. On savait très bien qu'on s'engageait dans une forme d'ouverture des marchés sans régulation. Je voudrais juste vous raconter une petite anecdote ici, historique que peu de gens connaissent. Traité de Maastricht, 1992, quelques heures avant la signature du traité de Maastricht, figurait encore dans le traité de Maastricht l'idée d'organiser des formes de régulation fiscale au sein de l'espace économique européen. Et notamment la possibilité de décider d'harmoniser l'impôt sans devoir passer par la règle de l'unanimité. Et à la dernière minute, nos deux ministres ont cané. Voilà. Il y a eu tellement de pression, on a dit on abandonne ces articles qu'il y avait dans le traité de Maastricht, et on verra après. Et je vois encore M. Maystadt venir expliquer à la Chambre, j'étais parlementaire à l'époque, un discours qu'on a entendu 150 fois depuis lors, qui consiste en gros en quoi? On l'a vu à propos de l'Organisation mondiale du commerce, on l'a vu pour toutes sortes de traités internationaux. Écoutez, vous avez raison, mais il faut bien commencer par quelque chose. Et évidemment, on ne doit pas être le mauvais élève de l'Europe, l'image de la Belgique. Et donc, pas question que la Belgique refuse un traité dans lequel il n'y avait pas des formes de l'harmonisation fiscale et sociale. Résultat des courses, à peu près 15 ans ou 20 ans après, on a une libéralisation totale des flux économiques au sein de l'Union économique européenne. Et la probabilité d'avoir des formes de régulation sociale et fiscale est tombée à quasiment zéro. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, pour introduire la moindre réforme fiscale européenne, ou organisée au niveau européen, il faut l'accord des 27 pays. Un seul pays qui dit non, et vous n'avez pas d'harmonisation fiscale. Voilà. Et ça, ce n'est pas, j'insiste, quelque chose qui s'est passé à l'insu des décideurs. C'est quelque chose qui était connu, c'était quelque chose qu'on va payer cher pendant des années. Parce que je ne dis pas ça pour des raisons idéologiques, parce que je pense qu'il faut absolument que les Irlandais paient exactement les mêmes taxes que les Lettons ou n'importe qui d'autre en Europe. C'est parce que je reste convaincu que pour qu'il y ait une bonne croissance, de bon développement économique, il faut un équilibre entre le social et l'économique. Et pour qu'il y ait cet équilibre, il faut qu'il y ait, je pense, des formes d'harmonisation fiscale, sociale et autres. Je parlais justement, je vais essayer de respecter mon temps de parole, je parlais justement de la question de la régulation. Un autre changement idéologique fondamental intervenu à partir des années Reagan, Thatcher, etc., c'est l'idée que finalement les gens, les secteurs, peuvent s'auto-réguler. Je peux vous dire que l'autorégulation, c'est du bidon. L'autorégulation ne fonctionne pas. C'est une erreur de penser que l'autorégulation fonctionne. Premier exemple d'autorégulation. Je pourrais passer la soirée en vous en donnant d'autres. Le dernier en date, mais ça, Bruno en parlera beaucoup mieux que moi, c'est le nouveau code Lippens. Hein, le nouveau code Lippens, c'est déjà prouvé que le code Lippens, ce que tout le monde savait, en termes d'autorégulation, de la corporate governance ne marchait pas. On en fait un nouveau et on continue à parler d'autorégulation. Un exemple d'autorégulation. En 1999, les constructeurs automobiles européens, sentant qu'on commençait à s'inquiéter un petit peu des problèmes de pollution et d'efficacité énergétique, etc., et sentant que la Commission était sur le point, la Commission européenne était sur le point de prendre des mesures pour avoir des voitures plus propres, les constructeurs européens montent au front en disant « Écoutez, non, s'il vous plaît, laissez-nous faire. Laissez-nous faire. Nous, on sait, nous, on connaît notre business, nous, on connaît notre métier, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce que c'est une automobile, vous ne connaissez pas les contraintes, etc. Laissez-nous faire, et on vous promet qu'en 2005, les voitures seront plus propres. » Voilà. En 2005, on a constaté que les constructeurs européens n'avaient évidemment pas respecté
les objectifs qu'ils avaient mis sur la table. C'était des objectifs qu'ils avaient mis pour, je veux dire, caresser dans le sens du poil l'opinion, pour obtenir la tranquillité pendant quelques années. Ils n'avaient évidemment pas respecté leurs objectifs. Et c'est comme ça dans toute une série de domaines. Que l'on soit dans le domaine financier, que l'on soit dans le domaine environnemental, social, l'autorégulation ne fonctionne pas. Et c'est normal, c'est normal. D'abord, quand un secteur s'autorégule, il suffit qu'il y en ait un qui fasse, je veux dire, à sa mode, pour que de toute façon le système ne fonctionne pas. Mais indépendamment de cela, toute l'histoire montre que l'autorégulation ne fonctionne jamais. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Qu'on discute de normes avec un secteur, moi, je veux bien. Mais à un moment donné, la puissance publique, qui est l'expression de la démocratie, de nos votes, c'est elle qui doit prendre une décision et prévoir des sanctions pour ceux qui ne suivent pas les règles qu'on a imposées. Deux dernières choses. Je pense que, non pas l'explication fondamentale de la crise, mais toujours cette idée de terreau favorable à la crise, cette idée-là, le fait que nous sommes rentrés dans une société du crédit facile, du crédit pour tout, de la disparition progressive de l'épargne de moyen terme, et collectivement et individuellement, nous avons vécu un crédit. Même encore après la crise, on y reviendra quand on parlera d'aujourd'hui, on continue à recevoir dans nos boîtes aux lettres, même des ménages précaires à petits revenus continuent à recevoir dans leurs boîtes aux lettres toute forme de propositions en matière de crédit. Ça continue, comme si on n'avait pas encore compris qu'il y avait un problème de ce côté-là. Mais il n'y a pas que les individus qui vivent à crédit. Moi, je pense que collectivement, nous vivons à crédit. Je vous donne un exemple. Et ce que j'appelle vivre à crédit, c'est en fait toutes les dettes cachées qui existent dans notre économie. On pourrait parler de la dette environnementale, mais nous le ferons probablement un autre jour. Mais par exemple, en matière d'infrastructures publiques, l'ensemble des pays occidentaux, et le sommet de cela, c'est les États-Unis, qui ont un système d'infrastructures publiques, mais qui est dans un état désastreux, où il y a régulièrement des ponts qui s'effondrent, etc. Ou des digues qui ne tiennent pas le coup, etc. Mais même chez nous, nous n'avons pas réussi à investir dans les infrastructures publiques ce qu'il fallait pour ne pas, en quelque sorte, vivre à crédit par rapport au futur. Parce que ne pas investir dans les infrastructures, ne pas investir dans toute une série de domaines, y compris dans l'environnement aussi, ça j'en reste persuadé, c'est quelque part vivre à crédit par rapport au futur. Donc on tire des traites sur le futur, mais tout cela a forcément une fin. Et puis maintenant je vais boucler les deux aspects, la lecture politico-culturelle de la crise et la lecture socio-économique, en disant qu'en plus de cela, nous avons assisté à une formidable dégradation de ce qu'on appelle le capital social. Alors, c'est quoi le capital social? En gros, c'est ce qui permet à une société de tenir debout. Le capital social, c'est la confiance entre les acteurs économiques, c'est la confiance entre les entreprises, c'est la confiance des citoyens par rapport à leur système politique, leur système d'enseignement. En fait, c'est finalement le lien fondamental d'une société. Et ce capital social, j'insiste bien, est aussi important d'un point de vue politique et social que d'un point de vue économique. Les entreprises aussi ont besoin de se faire confiance dans leurs relations commerciales et autres, ont besoin d'un lien social. Parce que sans cela, l'économie ne fonctionne jamais à son optimum. Et ce capital social s'est dégradé. Et je voudrais vous citer un exemple de ça. Un exemple pathétique. Vous avez en Belgique un État qui s'est engagé à protéger les avoirs de toutes les banques jusqu'à 100 000 euros.